Delphine s'adossa à son fauteuil et croisa les mains sur son bureau pendant que je restais assise là, essayant de digérer tout ce qui s'était passé au cours des 8 derniers jours, ma vie entière ayant basculé à cause d'une vidéo de 147 secondes. 3 ans plus tôt, j'étais prostrée dans une baignoire glacée au milieu d'un mas en ruine en pleine Drôme provençale, me demandant si je n'avais pas ruiné mon avenir en acceptant les restes dont mon père ne voulait plus, mais aujourd'hui, un fonds d'investissement voulait me rencontrer. Des organisateurs de mariage réservaient des dates 1 an à l'avance et des inconnus sur Internet qualifiaient mes chants de lavande de magique. Rien de tout cela ne me semblait encore réel, et Delphine m'observa un instant avant de reprendre la parole pour me dire que je devais comprendre une chose importante: les familles comme la mienne divisent généralement les actifs en fonction de qui, selon elle, valorisera l'image du clan. Expliquant que mon frère Gabriel avait obtenu l'appartement à Neuilly parce qu'il voyait en lui une réussite toute tracée, alors que j'avais hérité de ces terres parce qu'il supposait que j'y échouerais en silence. Elle ajouta que si cette propriété devenait précieuse, la dynamique changerait forcément, et quand je lui demandai ce qu'elle entendait par là, elle me répondit que des gens qui m'avaient ignoré pendant des années risquaient de se souvenir soudainement de mon nom de famille. À l'époque, je pensais qu'elle exagérait, mais je réaliserais 2 semaines plus tard qu'elle avait en fait sous-estimé la laideur de ce qui allait se produire. Le rendez-vous avec le fonds Véridian Venture eut lieu le 3 juillet 2024, lorsque Théo Lefebvre arriva directement de Paris en voiture jusqu'au domaine. Je m'attendais à voir un homme d'affaires froid dans un costume à 3000 €, mais il se présenta en jean et chaussures de randonnée. Il passa près de 2 heures à arpenter le domaine avec moi avant de mentionner l'argent une seule fois, ce qui me surprit car la plupart des gens qui venaient à la ferme après la vidéo la traitaient comme une attraction touristique, voulant des photos, des images de drone et me racontant à quel point c'était relaxant. Pendant que je calculais silencieusement les coûts d'irrigation dans ma tête, Théo était différent, il m'interrogea sur la composition du sol, les projections de rendement, la capacité de main-d'œuvre saisonnière, les systèmes de rétention d'eau, les marges de gros et la durabilité à long terme, puis, à un moment donné, il s'arrêta près du champ ouest et regarda les rangées de lavande ondulées sous le Mistral en me demandant si j'avais construit tout cela moi-même. Je répondis, en grande partie, ce qui fit naître un petit sourire sur mes lèvres, et il hocha lentement la tête en disant que ce n'était pas juste du buzz sur les réseaux sociaux, mais de l'infrastructure. Cette phrase me marqua. Car personne dans ma famille n'avait jamais parlé de ce que j'avais créé avec un tel respect. Nous nous sommes assis sur la terrasse après cela, alors que le coucher du soleil transformait les champs en un océan de pourpre et d'or. Et Théo ouvrit un dossier pour faire glisser un document vers moi en m'annonçant que Véridian Venture souhaitait investir 2,4 millions d'euros pour développer l'entreprise. Il voulait aider à passer à l'échelle supérieure, développer des produits dérivés, augmenter l'agrotourisme et transformer le domaine en une destination de luxe, et alors que je le fixais, sidéré par ce montant de 2,4 millions alors que 3 ans plus tôt je ne pouvais même pas m'offrir un chauffe-eau, je lui demandai prudemment quel pourcentage il prendrait. Il proposa 25% des parts, mais Delphine m'avait préparé à cette conversation. Alors je pris une inspiration lente et dis non. Théo silla une fois, surpris, et je précisai que 25% étaient exclus, mais que 15% étaient envisageables, au lieu d'avoir l'air offensé, il sourit et s'adossa à sa chaise en disant que cela signifiait que mon avocate m'avait bien briefé. Nous avons négocié pendant 3 heures et, à la fin de la réunion, nous sommes parvenus à un accord. Véridian Venture investirait 2,1 millions d'euros pour une participation de 14%. Je conserverai le contrôle créatif et opérationnel total. Et le mas ainsi que les terres d'origine ne pourraient jamais être vendues sans mon approbation. Quand il partit enfin,
je restais seule sur la terrasse bien après la tombée d'eux. La nuit, pensant au post-it toujours plié dans mon portefeuille sur lequel était écrit « vaut à peine le prix du terrain », et je ris pendant presque une minute entière avant d'éclater en sanglots. Non pas à cause de l'argent ou de la reconnaissance, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait regardé ce que j'avais bâti et l'avait traité comme si cela avait de l'importance. Les travaux ont commencé en août 2024 et tout s'est accéléré. Nous avons ajouté des sentiers pour les visiteurs, étendu le système d'irrigation, construit un pavillon événementiel en plein air, rénové le mas et embauché des travailleurs locaux. En octobre, j'employais 12 personnes, et Madame Morel, ma voisine, devint officieusement célèbre dans le village car elle répétait à tout le monde qu'elle savait que je deviendrais millionnaire avant que quiconque ne s'en rende compte. Je plaisantais un matin avec elle en lui disant qu'elle aurait pu me prévenir plus tôt, et elle rit en me répondant qu'elle m'avait prévenue en me disant que j'étais courageuse, ce qui était son code de vieille dame pour dire assez folle pour réussir. Mon compte Instagram dépassa les 600 000 abonnés en novembre, les blogueurs de voyage commencèrent à débarquer chaque week-end, et le magazine Côté Sud fit sa couverture d'automne sur le domaine avant qu'un site d'art de vivre luxueux ne le qualifie de plus belle destination de la vente d'Europe. Les réservations explosèrent, pour la première fois depuis la fin de mon master, j'arrêtai de vérifier mon solde bancaire avant de faire les courses, puis arrivèrent les fêtes de fin d'année. Ma mère appela 2 jours avant Noël pour me dire avec désinvolture qu'il organisait le dîner à la maison de Versailles et que je devrais venir. Son ton m'irrita immédiatement car il n'y avait aucune félicitation, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste la même politesse distante qu'elle avait toujours eue avec moi. J'ai failli dire non, mais quelque chose en moi voulait les voir, alors je pris la route vers la région parisienne. Dès que j'entrai dans la salle à manger, je compris que tout avait changé, non pas à cause de moi, mais à cause d'eux. Gabriel se leva immédiatement en me voyant, avec un vrai sourire en me disant que j'avais une mine superbe. Ce qui me fit presque rire car j'avais été invisible lors de ces dîners pendant des années. Alors que là, soudainement, tout le monde me remarquait. Mon père me prit dans ses bras, ce qui n'était pas arrivé depuis une éternité, et Valérie me touchait constamment le bras pendant le dîner comme si elle essayait de se prouver que nous étions proches, tandis que Gabriel ne cessait de parler du domaine en disant que c'était incroyable en ligne, que Manon lui avait montré les vidéos et que je faisais un carton, en ce moment, comme s'il s'agissait d'une phase de chance temporaire. Je restai calme et mon père se racla la gorge pour m'informer que Théo Lefebvre l'avait contacté le mois dernier pour discuter de partenariat logistique pour l'expansion de la ferme, ajoutant que c'était un type brillant. La façon dont il l'a dit me dérangea, comme si la seule raison pour laquelle mon entreprise était devenue réelle était qu'un autre homme d'affaires l'avait validée. Pendant le dessert, Gabriel se rapprocha pour me dire qu'il pensait s'impliquer d'une manière ou d'une autre, peut-être pour m'aider à passer à l'échelle supérieure puisqu'il connaissait des investisseurs et des experts en stratégie de marque, affirmant que j'aurais bien besoin de quelqu'un ayant une expérience en entreprise. Je le fixai, pensant aux 3 années où il m'avait ignoré et au fait qu'il voulait maintenant sa part, alors je lui répondis que j'avais déjà une équipe, mais il sourit de façon crispée en disant que la famille devait construire ensemble. Ce mot, famille, faillit m'étouffer avec mon café, et je quittai le dîner plus tôt que prévu, mais cette fois-ci, je ne pleurais pas dans la voiture, j'étais en colère parce que je comprenais enfin que ma famille ne m'avait jamais estimé à moins de penser que je pouvais leur être utile. Les 6 mois suivants furent les plus chargés de ma vie, le printemps 2025 transformant le domaine en quelque chose de colossal avec des mariages presque tous les week-ends, le lancement de notre propre gamme de soins cosmétiques et des partenariats avec des hôtels de charme. Le chiffre d'affaires
dépassant les 4,8 millions d'euros en juin. Le mas était entièrement rénové. Mais je gardais une seule chose exactement telle qu'elle, la table de la cuisine. Cette vieille table en bois scarifiée où je m'asseyais autrefois pour compter mes derniers 12 euros, car j'avais besoin de ce rappel. Puis vint l'article du 14 juin 2025 dans la version française de Forbes titré « La femme qui a transformé une terre morte en un empire de la lavande », qui fit l'effet d'une bombe, et ce fut le moment où ma famille perdit véritablement la tête. Ma mère se présenta au domaine 4 jours plus tard sans prévenir alors que j'aidais à installer des chaises pour un mariage. Et je vis sa Mercedes noire s'engager. Dans l'allée, elle sortit avec des lunettes de soleil de créateur et une expression qui m'indiqua immédiatement que ce n'était pas une visite amicale. Elle demanda à parler en privé et je l'emmenai sur la terrasse où, dès que nous fûmes assises, elle retira ses lunettes pour m'annoncer que mon frère avait de graves difficultés financières. Je sciai, même pas un bonjour ni une félicitation, juste Gabrielle, et quand je demandai ce qui s'était passé, elle expliqua que les crypto-monnaies s'étaient effondrées et qu'il avait fait de mauvais investissements, subissant une énorme pression. Elle croisa les mains avec soin et déclara qu'il pensait qu'il était logique que Gabrielle reprenne la gestion de la propriété. Pendant une seconde, je crus sincèrement avoir mal entendu et je ris tant cela semblait insensé, mais son expression ne changea pas. Elle affirma que cette affaire était devenue trop importante pour que je la gère seule et que Gabrielle avait le bagage financier pour la diriger correctement, mais je la regardai avec incrédulité en lui rappelant que c'était moi qui avais bâti ce lieu. Elle rétorqua que la propriété provenait du côté de mon père et qu'elle était techniquement destinée à rester liée au nom de famille, ce qui me fit sourire car tout devenait limpide, il pensait toujours que c'était à eux, et malgré les années de silence, l'humiliation et le fait de m'avoir donné des terres qu'il jugeait sans valeur, il croyait encore avoir une autorité sur moi. Je dis calmement non, et le visage de Valérie se crispa lorsqu'elle me demanda d'être raisonnable, ce à quoi je répondis qu'ils avaient donné à Gabrielle près d'1 million d'euros tout en me laissant un mas en ruine et des taxes foncières que je pouvais à peine payer, et que Jean avait fait une entreprise prospère malgré eux pour qu'ils veuillent maintenant la lui donner. Elle me traita d'émotive, une phrase qui me frappa plus fort qu'elle ne l'imaginait car toute ma vie, mes accomplissements avaient été balayés comme émotifs tandis que les choix de Gabrielle étaient qualifiés de stratégiques. Je me levai lentement et lui demandai de partir, mais son expression changea instantanément en me menaçant d'un délai de 72 heures pour reconsidérer ma position avant qu'il ne passe par la voie légale. Mon père, croyant que l'acte de transfert original pourrait contenir des vices de forme concernant la classification de l'héritage. Je compris alors que Gabrielle était désespérée au point de vouloir voler le domaine, et je marchai jusqu'au bord de la terrasse pour pointeur l'allée du doigt en lui ordonnant de sortir. Elle se leva lentement en affirmant que je faisais une erreur, mais je lui répondis calmement que c'était elle qui en avait fait une 3 ans auparavant en pensant que j'échouerais. Dès que sa voiture disparut, j'appelai Delphine qui, après mes explications, entra dans une colère noire en m'assurant qu'il n'avait aucun dossier solide car le transfert de propriété était légal, documenté, notarié et finalisé, et qu'il ne pouvait pas toucher à cette terre. Ajoutant que l'intimidation coûtait moins cher qu'un procès. Cette nuit-là, je dormis à peine, non pas par peur, mais parce que j'avais encore le cœur brisé, une petite partie de moi ayant espéré que ma famille finirait par m'aimer pour ce que j'étais plutôt que pour ce que je pouvais leur apporter. Mais je comprenais enfin qu'ils n'en avaient jamais eu l'intention. 3 jours plus tard, Gabrielle arriva, exactement 72 heures après la visite de ma mère, son pick-up noir s'arrêtant près de la grille vers midi alors que des visiteurs se promenaient dans les allées de lavande pour prendre des photos. Il descendit avec ses
lunettes de soleil et ses bottes de marque comme s'il venait inspecter une propriété qu'il possédait déjà, et je m'avançai lentement vers la grille tandis qu'il me souriait en me disant que l'installation était incroyable et que j'avais vraiment redressé la situation. Je ne répondis pas à son sourire et il soupira de façon dramatique, comme si j'étais la personne difficile dans l'histoire, expliquant que personne ne niait que j'avais construit quelque chose de génial mais que l'entreprise dépassait désormais le cadre de l'agriculture et nécessitait une véritable gestion par quelqu'un ayant de l'expérience dans les actifs majeurs. J'ai failli rire en pensant que cet homme avait détruit ses propres finances en jouant avec les tendances crypto mais se croyait toujours plus qualifié que moi, et je lui demandai s'il savait ce qui était le plus drôle dans tout cela. Devant son silence, je lui rappelai que 3 ans plus tôt, papa appelait cela une terre morte en disant qu'au moins je ne pourrais rien ruiner d'important, et que maintenant, soudainement, cela comptait à leurs yeux. Gabriel croisa les bras en disant que cela n'avait pas besoin de devenir laid. Mais je lui répondis qu'il était trop tard et que si papa était prêt à porter l'affaire en justice, il devait se préparer à perdre. Pour la première fois, il parut incertain, et je fis un pas vers lui en lui rappelant qu'il m'avait ignoré pendant des années, qu'aucun d'eux n'était venu me voir pendant que je gelais dans cette maison alors qu'il postait des photos de cocktails sur des rooftops, et que j'avais bâti cette ferme avec des dettes, de l'épuisement et 12 € en banque, donc il n'avait aucun droit de venir faire l'arrogant. Ici. Les gens aux alentours commençaient à remarquer la dispute et Gabriel baissa la voix en me disant que je me donnais en spectacle, ce à quoi je rétorquai que c'était lui que j'affichais, avant de sortir de mon portefeuille le post-it plié que je portais sur moi depuis 3 ans. Je le lui tendis et il le déplia lentement pour y lire, vaut à peine le prix du terrain, écrit de la main de notre père. Je vis quelque chose changer dans son regard, pas de la culpabilité mais une prise de conscience. Car il comprenait enfin ce que nos parents avaient fait et ce à quoi j'avais survécu. Je repris le papier avec soin, en lui disant qu'il m'avait enterré ici parce qu'il pensait que rien de précieux ne pouvait y pousser, et que c'était leur erreur, pas la mienne. Gabriel regarda à nouveau les champs, les visiteurs, le pavillon et ses rangées de lavande à l'infini, puis il me regarda différemment, non plus avec supériorité mais avec une sorte de confusion, comme s'il ne comprenait pas comment j'avais pu réussir sans leur approbation. Il partit 10 minutes plus tard sans cri ni menace, et 2 semaines après, Delphine m'appela pour m'annoncer que mon père avait tout retiré car Gabriel l'avait convaincu de ne pas donner suite, ce qui me choqua encore plus que la menace elle-même. 1 mois plus tard, Gabriel m'appela et je décrochai, il me présenta ses excuses d'une voix basse, admettant qu'il n'avait pas réalisé à quel point il nous avait traités différemment jusqu'à récemment et qu'il en avait profité si longtemps qu'il avait cessé de le voir. Une partie de moi voulait rester en colère à jamais, mais une autre était simplement fatiguée, et quand je lui demandai pourquoi il changeait maintenant, il avoua que papa lui avait proposé de refinancer ses dettes s'il m'aidait à céder sous la pression. Et j'ai réalisé pour la première fois que mon père ne m'aidait pas parce qu'il m'aimait, mais que tout ce qui comptait pour lui était de contrôler les choses pour se sentir puissant. Cette phrase me sidéra car elle signifiait que Gabriel l'avait enfin vu lui aussi, non seulement ma douleur, mais la sienne, et nous avons parlé pendant presque 1 heure, non pas comme des rivaux, mais comme 2 personnes abîmées élevées dans un système dysfonctionnel. Les choses ne sont pas devenues parfaites par magie, ma relation avec mes parents ne s'est jamais vraiment remise, mon père ayant toujours du mal à reconnaître mon succès sans le transformer en discussion d'affaires et ma mère évitant toute responsabilité émotionnelle. Car certaines blessures ne se referment jamais comme on l'espère. Mais Gabriel a changé, lentement et sincèrement. Le printemps suivant, il est venu au domaine seul, avec du café et un vieux jean, demandant maladroitement si j'avais besoin d'un coup de main, et je lui ai tendu des gants de jardinage. Il
à travailler 6 heures sans se plaindre, et c'était la première chose honnête que nous faisions ensemble. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur près de 8 hectares. Après que j'ai racheté les terres voisines, nous organisons plus de 40 mariages par an, nos produits se vendent dans toute la France et nous employons 27 personnes à temps plein. L'année dernière, l'entreprise a dépassé les 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais l'argent n'est pas ce qui compte le plus car la vraie victoire est ailleurs. Il y a 3 ans, ma famille m'a donné une terre morte parce qu'elle pensait que j'étais l'enfant qui comptait le moins. Et maintenant, des milliers de personnes traversent le pays pour marcher au milieu de ce que j'ai bâti de mes propres mains. Parfois, les visiteurs me demandent pourquoi j'ai gardé la table de cuisine d'origine, alors que tout le reste a été rénové, et je souris toujours parce que cette table me rappelle qui j'étais avant que quiconque ne croie en moi, et honnêtement, c'est cette version de moi-même qui mérite le plus grand respect.